Merci beaucoup Marine, merci Clotilde pour cette introduction. Alors je vais un peu déroger aux règles juridiques puisque je vais utiliser une présentation, donc je vais poser la question maintenant devenue rituelle. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça va. Donc, vous avez fait une belle introduction et comme je partage ma vie avec quelqu'un qui fait du droit depuis plus de 20 ans à l'université, j'ai donc prévu une structure en deux grandes parties et deux sous-parties pour ne pas perturber tout votre auditoire. Euh, Plus sérieusement, non, je vais justement faire tout le contraire de ça. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de l'intelligence artificielle, mais mon objectif, c'est que chacun sorte avec l'idée à peu près exacte des grands concepts de l'IA en santé et ce qu'on peut faire aujourd'hui et ce que, selon moi, on peut espérer sur du cas concret. Donc, avant de démarrer voilà, et vous parler d'IA, je vais vous parler plutôt déjà d'Abyss Médical, puisque on intervient avec grand plaisir dans votre master, mais nous sommes des voisins un petit peu lointains de La Rochelle. Donc, Abyss Médical, c'est une société que j'ai cofondée en 2018 à La Rochelle. Aujourd'hui, c'est une douzaine de personnes que vous avez en photo. Je profite pour glisser un petit message puisque nous recrutons, donc ne pas hésiter à surveiller la page de la future nouvelle page web qui va arriver pas plus tard que vendredi soir et le profil LinkedIn. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon profil, moi, éminemment scientifique, dit dur, puisque c'est l'usage en physique, chimie, et avec voilà, une expérience dans le domaine de la chirurgie orthopédique. Donc, la question qui est posée est assez importante puisque c'est est-ce que l'IA peut prétendre révolutionner la médecine? Alors avant de pouvoir répondre à cette question, il me semble important déjà de savoir quelles sont les prétentions de cette IA. Donc ce que je vous propose, c'est mon analyse de ce qu'aujourd'hui qui sont les grandes familles de l'IA. D'une manière générale, l'intelligence artificielle en médecine, c'est un moyen. J'aime à rappeler qu'il y a beaucoup d'IA washing en ce moment. L'IA est surtout un moyen, c'est surtout pas une fin, c'est là où ça commencera à devenir compliqué, avec trois objectifs qui sont la recherche, l'amélioration des soins et l'innovation. Et donc c'est en général une combinaison de ces trois éléments qu'on va retrouver, sachant que le grand principe évidemment de l'intelligence artificielle, c'est de travailler sur des données massives pour pouvoir avoir des algorithmes dits intelligents avec plus ou moins de force, comme l'a dit Marine, et de pouvoir développer des modèles probabilistes qui sont de plus en plus puissants. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a trois grands secteurs dans l'intelligence artificielle en santé. La médecine prédictive, porte bien son nom, la médecine augmentée, c'est-à-dire qui va augmenter les capacités des professionnels de santé, et la médecine personnalisée, qui est un peu un corollaire des deux premiers, mais qui peut trouver des applications un peu spécifiques. Alors j'ai mis un chiffre qui est important, qui avait été exprimé par BPI France en 2019, qui estimait que le marché de l'intelligence artificielle en santé allait croître de 50% par an sur les 5 à 10 prochaines années. Donc on parle d'un domaine qui va générer beaucoup d'intérêt et je pense que c'est là-dessus qu'il faudra faire un point juridique enfin pour comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de ça. Alors si on va un peu dans le détail sur quelques exemples assez concrets, la médecine prédictive, c'est quoi? C'est utiliser la puissance de l'algorithmie et de l'IA pour, par exemple, développer de la prédiction sur des patients de maladies graves. On a aujourd'hui un certain nombre de sociétés qui se positionnent pour pouvoir combiner un certain nombre d'analyses sur des patients, du salivaire, du sanguin, mais aussi du génome, pour pouvoir prédire la prédisposition de quelqu'un à être affecté par une pathologie X ou Y, l'infarctus, le cancer. Euh, voilà, pour les deux plus gros exemples. On a eu, je me parlais d'un cas un peu spécifique, par exemple, moi je suis un grand fan de basket américain. J'ai lu il n'y a pas longtemps un article sur un joueur extrêmement connu de la NBA qui a vu toute sa famille quasiment décimée par le coronavirus. On lui a détecté une fragilité sur un gène. Le fait de prédire l'existence de cette fragilité aurait pu avoir d'autres conséquences, par exemple. Voilà, typiquement la médecine prédictive va là-dedans.
L'INRIA, qui est un institut que, quand on travaille dans le domaine de l'IA, on connaît bien, qui est l'Institut national de recherche en informatique et automatique, travaille beaucoup sur des modèles biophysiques, c'est-à-dire comment je peux constituer tu peux, à partir des données connues, reproduire le comportement physique des organes ou des tissus biologiques. Et ça, c'est un challenge pour l'avenir qui va être extrêmement important. Et enfin, dans le prédictif, on a aussi prévoir, comme je l'ai dit il y a quelques instants pour ce joueur de basket, la réaction à des traitements, en optimisant les traitements par rapport à votre profil biologique, à tel ou tel médicament. Maintenant, si on s'intéresse à la médecine augmentée, on a pour moi 3 grands axes qui vont m'intéresser beaucoup dans mon domaine, qui sont l'assistance au diagnostic. Alors, évidemment, Margaret parlait tout à l'heure de tout ce qui est radiologie. Oui, évidemment, c'est là où il y a un cœur, le réacteur est important. Je vous ai mis des noms de sociétés. En France, on a des sociétés qui travaillent très bien en IA. Donc, des noms de sociétés comme Glimmer qui travaille sur la détection automatisée de fractures, Cardiologue sur l'interprétation d'examens cardiologiques, 1000 vues qui se développent pour faciliter l'analyse de l'imagerie dans le cadre des urgences, ou Therapixel qui a des outils pour l'analyse et la détection du cancer du sein notamment. Donc l'assistance au diagnostic, c'est une grosse part de l'IA puisqu'elle traite tellement de données, on va revenir dessus, c'est extrêmement important. L'assistance à la décision, c'est la suite du diagnostic. C'est pas parce que vous avez posé un diagnostic que la décision thérapeutique est évidente. Donc, l'aide à la décision va être un corollaire aussi de l'assistance au diagnostic, un complément pour aider le professionnel à faire un choix sur la base élargie de ce que lui seul aurait pu traduire, ou elle seule, bien entendu. Et enfin, l'assistance au geste chirurgical, c'est extrêmement important. J'ai volontairement pas parlé de robotique, parce que la robotique est une extension de l'IA. Pour moi, un robot, c'est une caisse en métal dans laquelle on a mis un algo qui fonctionne. Donc, que ce soit un bras automatisé ou un algorithme tout seul, finalement, n'a que peu d'importance. L'idée, c'est que l'assistance au geste chirurgical augmente la capacité d'un professionnel de santé à intervenir. La robotique est d'ailleurs souvent supervisée manuellement. L'IA n'est que très peu présente, mais elle commence à arriver. Et elle arrivera vraiment quand on saura faire des robots qui arrivent à contrôler leur puissance. Et enfin, la médecine personnalisée, alors comme je te disais, c'est un peu la combinaison des deux. La puissance de l'IA, c'est de pouvoir analyser beaucoup de données en simultané. Donc, si vous êtes capable de faire des modèles de patients qui soient suffisamment définis, vous pouvez personnaliser le traitement. Les implants chirurgicaux, nous, on va en reparler, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, les implants, on va parler d'orthopédie, on va parler d'implants pour remplacer des articulations, réparer des fractures, préparer des déformations. Donc, plus vous êtes capable de vous baser sur l'anatomie de votre patient, plus vous allez répondre à un besoin spécifique. Les traitements médicamenteux, là, je parle d'une société que je connais bien, qui sont des amis, qui est Posos, qui est une société qui propose un algorithme, plutôt une solution, qui doit permettre d'analyser les potentielles incompatibilités entre plusieurs médicaments d'un patient. Donc, c'est dédié principalement aux médecins généralistes. Ça remplace la fastidieuse consultation du Vidal. Pour un patient qui a un traitement, si j'en rajoute un complémentaire, quels sont les impacts potentiels et les incompatibilités. Donc, extrêmement intéressant aussi. Et par extension, pour la recherche, le cas le plus connu aujourd'hui pour l'utilisation de l'IA, c'est le développement de nouveaux médicaments. Donc, avec des approches très larges, quand on est capable de comparer des populations, leurs réactions à certains types de molécules et des paramètres prédéfinis, des objectifs thérapeutiques, on peut du coup faire des médicaments qui répondent à des besoins des hommes ne serait pas à même de faire tout seul sans l'aide de l'informatique et des puissances de calcul associées. Alors, j'ai pris en complément un exemple que j'aime bien pour... on parle de prétention, là j'ai donné les grands sujets, maintenant il faut avoir à l'idée quand même que l'IA, c'est surtout une tâche. La première fois que j'ai parlé d'IA avec un ami à moi qui était spécialisé il y a quelques années, il me dit, tu sais, l'IA, c'est pas compliqué. Hein. L'IA, c'est, tu ferais un algorithme pour qu'il reconnaisse un croissant. Tu montes un croissant,
Tu montres un deuxième croissant, un troisième croissant, l'IA et puis tu lui dis à chaque fois c'est un croissant, c'est un croissant. Le jour où tu lui montres un pain au chocolat ou une chocolatine, je ne voudrais pas être clivant, et ben, elle va te dire, elle va pas te dire c'est une chocolatine ou un pain au chocolat, elle va te dire c'est pas un croissant. Voilà. Donc aujourd'hui, le fait d'aller dans des IA fortes demande un certain nombre de paramètres combinatoires qui sont compliqués. Puis alors après, quand on va vers la partie santé, il faut quand même que ce soit fiable, reproductible, etc. etc. Donc aujourd'hui, j'ai pris cet exemple de la société Artificial Insight, dont on peut être aussi fier. C'est une marketplace d'algorithmes d'IA française qui est marquée CE, donc autorisation pour utilisation en santé, et qui met sur son site internet, à l'adresse que j'ai indiquée en bas, les différents algorithmes qu'elle a à disposition et ceux qui sont en déploiement avec ses partenaires. Et on voit bien qu'il y a quand même, avant d'arriver jusqu'au lancement commercial, des étapes qui sont encore très, très ventilées. Quand vous développez une nouvelle voiture, un nouveau produit, vous n'avez pas présenté ça aux gens qui vont les utiliser. Alors là, en l'occurrence, on dit que pour certains algorithmes en développement dont on n'a pas forcément le détail, mais qui sont surtout des algorithmes de traitement de l'image, on est sur des pistes exploratoires, / découverte. On a une preuve de concept qui est en travail, ça se développe, hein, et c'est très progressif. Et vous voyez que les prétentions sont multiples, hein. On a là de la cardio, de l'endocrino, de la neuro, de l'orthopédie, on a plein de choses, mais c'est très ciblé. Parce que l'objectif est quand même de faciliter la tâche sur des tâches qui, à la fin, doivent correspondre quand même aux exigences, doivent répondre aux exigences de la réglementation médicale, donc être très, très fiable. Donc vous n'allez pas pouvoir dire, voilà, je suis un algo qui est capable de dire, de donner instantanément l'état pathologique d'une personne sur son système digestif, sur son cœur, etc. C'est encore trop complexe. Alors, dans ce déploiement, qu'est-ce que nous, on est en train de développer? Puisque je vais vous parler de choses en développement. Je ne vais pas vous parler de choses qui sont sur le marché, je vais vous parler de choses qu'on est en train de déployer. La mission d'Abyss Médical, c'est de déverrouiller l'accès à une véritable chirurgie orthopédique personnalisée à l'aide de solutions digitales. Alors, elles sont soit collaboratives et intégratives, ça veut dire qu'elles s'insèrent naturellement dans le processus de prise en charge des patients. Donc, nous, c'est pas le goût, c'est l'os. Voilà. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'os. La chirurgie orthopédique et traumatologique, c'est le traitement des affections du squelette. Donc, de l'appareil locomoteur dans son ensemble et du squelette en particulier, parlant du squelette et des articulations. Donc, ce que chez Abyss, nous, on traite, ce sont deux types de pathologies, qui sont la déformation osseuse et les fractures. La déformation osseuse, à gauche, vous avez un tibia, vous remarquerez aisément qu'il n'est pas tout à fait dans son axe normal, ce qui peut provoquer un certain nombre de problématiques chez le patient, de douleur évidemment, mais aussi de problématiques de handicap, de marche altérée, de boiterie, etc. Et la fracture, évidemment, je ne fais pas un dessin, l'os est cassé, c'est très douloureux et ça engendre les mêmes problèmes. Donc dans les deux cas, on va avoir une approche un peu similaire. Dans un cas, on a une déformation, on va devoir couper l'os et le remettre droit et le fixer avec des vis et des plaques sur le mode de l'attel standard. Et de l'autre côté, la fracture, on va réaligner l'os, retrouver sa longueur et le fixer aussi. Donc on a deux systèmes qui sont corollaires. Ce qui nous intéresse, nous, spécifiquement, sont les fractures complexes, et je vais revenir un petit peu après sur ce que ça veut dire. Alors, on est aujourd'hui sur une étape de développement, on a une phase de travail chez l'homme, et on a commencé par développer des choses chez l'animal. Alors, je vous présente Max, mon chien, qui dort à mes pieds, qui illustre le fait qu'on travaille sur les déformations chez l'animal, et en particulier sur les déformations du fémur. C'est des pathologies qu'on retrouve chez l'homme, qui chez l'animal se révèlent très facilement par des boiteries, puisque un fémur qui est déformé, donc au-dessus du genou, a une rotule qui se luxe de manière permanente. Donc, qu'est-ce qu'on développe? On développe le triptyque que vous avez sous les yeux, qui est une solution tout en un, en fait, c'est notre propos. Je vais reparler de la chirurgie 4.0, qui est le propos derrière tout ça, qui est qu'à partir d'un scanner médical, nous avons développé une plateforme web de planification, c'est-à-dire au travers d'un navigateur Internet, le chirurgien vétérinaire peut utiliser le scanner fait sur son patient, le mettre en ligne
et à partir de là et d'une reconstruction 3D, d'avoir la possibilité de modéliser toute la chirurgie depuis l'analyse, l'aide au diagnostic, la modélisation de la correction, et jusqu'à la modélisation des dispositifs médicaux qui vont être utilisés par le chirurgien en bloc opératoire. Vous avez sur la photo en haut, à gauche, en jaune, alors ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais c'est la réalité, c'est un guide de coupe pour couper les bonnes dimensions de l'os et le réaxer. Et à droite, vous avez en jaune un peu plus joli, un peu plus brillant, une plaque qui est faite sur mesure avec des vis. Et en bleu, vous avez un autre système de maintien sur lequel je ne reviendrai pas. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le chirurgien, en fait, comme dans un jeu vidéo, mais qui est quand même d'une autre dimension pour la santé, il va simuler toute la chirurgie et avoir accès à un certain nombre de calculs qu'il n'a pas naturellement. Et à partir de ce cœur, et là où on a une solution unique, c'est qu'on fait ça depuis Internet. Aujourd'hui, faire du temps réel 3D sur Internet, ça n'existe pas. Et en santé, c'est encore un challenge. Donc, on a cette plateforme web et on a 2 verticales. À partir de là, la première, en bas à gauche, c'est que le chirurgien peut faire imprimer directement ses implants et ses instruments sur mesure par rapport à l'anatomie du patient. Les implants sont imprimés en alliage de titane. Vous voyez ici la forme sur la photo. Et les instruments sont sur des polymères, tous deux de grade médical pour l'implantation. Et le deuxième vertical, qui est le point numéro 3 sur mon hand spinner, c'est une application d'assistance à la chirurgie en réalité augmentée, donc sous forme d'hologramme. L'idée, c'est que le chirurgien a fait une planification. Le jour de l'opération, il a à disposition ses dispositifs, mais comme c'est une chirurgie sur mesure, il lui faut de l'assistance pour être certain d'implanter correctement ces dispositifs, puisque c'est basé sur l'anatomie. Donc, on a développé, à partir de l'utilisation de lunettes de réalité augmentée, les choses en bloc opératoire. Il a un tableau de bord un peu à la Minority Report, il clique sur le dossier du patient, ça télécharge la planification, et pendant son intervention, il a les hologrammes à disposition pour revoir la chirurgie pendant qu'il intervient. Donc, ce système-là, aujourd'hui, il s'inclut dans le flux de prise en charge chirurgicale. C'est pour ça on parle de chirurgie 4.0 et d'un concept holistique parce que c'est l'ensemble qui nous intéresse du flux et pas certains morceaux. Et donc la technologie par le web a été très importante dans tout ça pour pouvoir diffuser facilement toutes les informations. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que voilà, le chirurgien, avec l'imagerie médicale, fait sa planification. Il a ensuite la possibilité de modéliser après visualisation les implants. Donc, on est dans une aide au diagnostic, plus une aide à la préparation. Ensuite, on a une aide au traitement par le dispositif imprimé sur mesure. Et enfin, au bloc opératoire, on a une aide au geste chirurgical. Alors, pourquoi le concept de chirurgie 4.0 ? Ça vient de l'industrie 4.0. Si vous n'êtes pas familier avec la 4e révolution industrielle qui est en cours et que vous utilisez tous les jours probablement sans le savoir, c'est l'utilisation d'un certain nombre de technologies digitales dites de pointe, donc le cloud computing, l'IA, la fabrication additive, les réalités virtuelles, les réalités augmentées, la communication entre machines, pour personnaliser des offres et des produits, tout en maintenant une forte réactivité et des coûts qui soient acceptables pour tout le monde. Donc on peut retrouver ça dans l'industrie aujourd'hui, le fait de pouvoir demander sur des voitures avec des capots roses, des rétros bleus, de manière en claquant des doigts et que ça ne prenne pas plus de temps qu'avant. Il y a 10 ans, c'était juste inimaginable. Aujourd'hui, il y a beaucoup dans la chaîne, il y a beaucoup de communication très rapide sur ces principes-là. On a pris trop de ces principes et on les a mis dans la chirurgie, ce qui donne ce flux où on contrôle la donnée, les développements et la mise à disposition du chirurgien d'outils qui permettent une aide au diagnostic, à la préparation, au traitement et au geste. Important, ce flux aujourd'hui pour l'animal ne contient pas d'IA. Ce n'est que de l'algorithmie, c'est semi-automatisé avec des algorithmes qui permettent de donner un tas d'informations, mais qui ne sont pas catégorisables, disons, en tant qu'intelligents, si vous voulez. Pour aller vers l'IA, je vais faire un stop sur ce qui me paraît être une des origines d'une grosse déstabilisation, des origines de l'avènement de l'IA, au moins en chirurgie, mais le modèle, je pense, est facilement transposable. Je vais parler du vieillissement mondial. Aujourd'hui, la population mondiale vieillit, alors ça, c'est pas un scoop, ça augmente, c'est très bien, seulement ça commence à déséquilibrer le système de santé, puisque les maladies chroniques se font de plus en plus importantes.
En orthopédie, on a des gens qui passaient 60, 65, voire 70 ans, continuent à faire du sport, des sports extrêmes, et du coup, augmentent mécaniquement les traumas, les problèmes orthopédiques. Donc, les chances que vous passiez sur un bloc opératoire en pas longtemps augmentent de manière très importante. Et en face, on a un nombre de médecins qui stagne, voire dans certaines disciplines qui diminue. Donc, vous aurez bien compris que la balance, elle n'est pas tout à fait dans le bon sens. Donc, on a une capacité d'analyse qui est complètement saturée en imagerie médicale. Aujourd'hui, les estimations des différents spécialistes, c'est entre 50 et 110 000 images par jour qu'un radiologue doit observer pour donner son avis. Les risques derrière, c'est l'erreur diagnostique. Les risques, donc pour la chirurgie en ce qui me concerne, et le risque de préjudice. C'est pour le juriste que vous êtes que je vais apprendre que le risque derrière peut être très élevé. Donc en fait, on est dans la situation assez ubuesque où il faut mieux diagnostiquer, mieux traiter et plus vite. Donc forcément, il y a un problème de moyens à un moment donné. Un problème capacitaire de moyens, et la situation, on sait qu'elle ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, aujourd'hui, si je reprends mon schéma de tout à l'heure, dans ce qu'on est en train de développer, il y a l'idée que chacune des étapes que je vous ai montrées soit automatisée. L'automatisation du diagnostic, c'est à partir directement de la lecture de l'ensemble, on ait un diagnostic fiable. Aujourd'hui, sur la radiologie, en 2 dimensions, ça existe. En 3 dimensions, c'est déjà plus compliqué. Qu'on ait une automatisation du traitement, qu'un algorithme intelligent soit capable, à partir d'une donnée de traitement et de l'historique d'un chirurgien ou d'un hôpital, de dire, pour ce patient-là, suivant tous les paramètres, je propose ce traitement-là. Libre au chirurgien de valider ou pas, mais c'est l'automatisation. L'automatisation de la conception, c'est un corollaire. Et nous, on rajoute une boîte noire dont je ne vais pas parler parce qu'elle est éminemment confidentielle, qui devra prendre en compte à la fois la propriété du vivant et à la fois la propriété de la prothèse pour pouvoir prédire les comportements. Et enfin, pour les hologrammes en bloc opératoire, l'objectif, c'est le GPS chirurgical. Aujourd'hui, vous devez être un certain nombre à utiliser Waze. Bon, voilà. En chirurgie, je mets A, je mets B, et entre les deux, je me fais guider en temps réel. Et imaginez la même chose avec des hologrammes en bloc opératoire. C'est l'objectif. Donc, tous ces pans-là deviennent, pour répondre aux exigences, doivent être automatisés, donc doivent répondre à un moment donné à la définition même qu'on se fait de l'IA, c'est-à-dire d'être capable de donner des résultats, de prendre des décisions que prendrait un humain en étant beaucoup plus rapide et en combinant un nombre de paramètres qu'on ne peut pas décemment, enfin en tout cas pas moi, combiner pour donner une réponse. Alors, j'ai dans la phase finale de cette présentation, pour amener vers l'intervention de Marguerite, je vais parler un peu plus ventiler la problématique que nous, on peut rencontrer sur le cas des fractures. Aujourd'hui, vous avez une fracture ici très simple, rien d'exceptionnel, seulement il faut avoir à l'esprit que la traumatologie, vous avez à peu près un patient sur 10 à un patient sur 20 qui ne guérit pas de sa fracture dans le monde. Ça peut paraître anodin, sauf que les coûts derrière, en plus de la douleur, sont très importants. Les raisons, c'est que c'est éminemment complexe, une fracture. Il n'y a pas spécifiquement d'assistance, en fait, aux chirurgiens. C'est très chirurgien dépendant. Il y a des spécificités patients, deux fractures complètement identiques, ça n'existe pas. Prenez 10 bambous, cassez-les en deux, et dites-moi si vous arrivez à fissurer de la même manière tous les bambous. Il y a des fortes chances que non. Et enfin, il y a une notion un peu sociétale aussi, d'inégalité territoriale, puisque c'est chirurgien dépendant et aussi capacité dépendant. Donc aujourd'hui, si on prend un chaînage simplifié sur « j'ai un fémur cassé, je veux automatiser ma chaîne », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir du scanner reconstruit en 3D, j'ai une série ici que j'ai mis simple de 6 diagnostics, de 6 algorithmes, pour détecter la fracture, pour isoler le fémur pathologique, puisque c'est lui qui va nous servir de référentiel, donc identifier un os. Chez l'être humain, aujourd'hui, ça se fait assez facilement parce que la base de données est énorme. Travailler chez l'animal, chez le chien, il y a 5 squelettes différents. Donc 5 fémurs qui ne se ressemblent pas. Donc si vous voulez déployer des IA, la base de données doit être conséquente. Après, on va faire quoi? On va demander à l'algorithme de détecter les fragments, puisqu'à partir de cette détection, là on a 2 fragments simples, il y a des fractures qu'on possède plusieurs, où ça devient très compliqué, mais ça va nous permettre de passer à l'étape 4, qui est le diagnostic. Diagnostic, une fracture, si on vous montre une fracture comme ça, vous dites « ok, c'est une fracture du fémur », sauf que pour les chirurgiens, il y a une classification derrière.
là une classification qui est internationale, qui est connue, de la société savante AO. Pour votre gouverne, juste sur les os longs, donc les bras et les jambes, il y a 120 types de fractures différentes. Alors, sur l'ensemble du corps humain, ça fait un nombre incalculable. Et en utilisant, c'est pour ça qu'on va pousser aussi la complexité à utiliser la 3D, en utilisant que les radios qui sont en 2 dimensions, on a un flou artistique sur le résultat. Après avoir fait le diagnostic, l'objectif, c'est d'automatiser la simulation de la chirurgie elle-même. Aujourd'hui, le chirurgien a une partie automatisée, mais si on doit optimiser la chose, on doit tous les éléments pour dire, j'ai cartographié mon os, je vois les zones de fragilité, je sais ce qu'on doit faire pour le réparer, maintenant je combine tous ces paramètres et je simule la chirurgie. Et là, on commence à rentrer dans le très compliqué. Et le corollaire de ça, c'est qu'on a des algorithmes qui vont modéliser les implants automatiquement. Donc, sur cette lignée-là, à chaque fois, on a un travail, sur un chaînage, c'est très simple, de développement d'algorithmes. Une intelligence artificielle qui est un tout petit peu différente, mais qui a son importance. Alors, je suis désolé s'il y a des gens qui sont sensibles au sang. À un moment donné, c'est un peu compliqué de parler de chirurgie et pas de montrer de sang. Vous avez ce qu'on appelle le recalage automatique. Je vous ai parlé de la réalité augmentée en bloc opératoire. Aujourd'hui, voilà, vous avez un chirurgien avec des HoloLens 2 sur la tête, c'est un outil de Microsoft. Et voilà ce qu'il voit pendant qu'il opère. Il a son implant qu'il a posé, vous avez vu tout à l'heure, et à côté, il a l'hologramme. Demain, on prépare le fait qu'on peut recaler automatiquement l'hologramme sur le patient pour faire ce GPS dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'idée qui est encore par-dessus, c'est que ces hologrammes deviennent des instruments de chirurgie. C'est-à-dire que là, on peut dire, vous pouvez avoir le système qui vous dit, en regardant, j'ai un hologramme, je me pose sur mon os, je pose, voilà ce qu'il faut faire, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, etc. Mais on travaille sur l'hologramme devient un guide spatial, puisque pour ceux qui ne sont pas familiers avec les hologrammes et la réalité dite mixte de Microsoft, donc les hologrammes qui sont affichés dur devant vous et pas au travers d'un téléphone ou d'une tablette, en fait, vous avez des caméras qui scannent votre environnement et qui posent un hologramme en l'ancrant dans l'espace, donc il ne bouge plus. Et après, il faut pouvoir transférer avec, comme j'ai mis avec les petites flèches, l'implant sur l'os pour dire, voilà, tu as ouvert ton os, tu l'as découpé, maintenant la plaque, il faut que tu la mettes ça, il faut que tu commences par mettre cette vis, etc. Donc là, il y a un très, très gros travail. Il y a une raison simple. Tout à l'heure, vous avez vu l'os traduit par le logiciel à partir du scanner. C'est un os blanc, lisse, c'est magnifique. Voilà ce que voit un chirurgien. On ne voit pas du tout l'os. Il y a du sang, il y a de la peau, il y a tout ce qu'on veut. C'est très compliqué. Donc, les recalages automatisés, tout ça, c'est le Graal de la chirurgie guidée par l'hologramme. Et pour revenir sur la notion de, voilà, on a montré des algos, on a montré ce qu'il faut faire. Maintenant, comment on passe de l'algorithme au dispositif médical, puisqu'à un moment, quand même, on parle de dispositifs médicaux, donc de dispositifs qui doivent répondre aux exigences de fiabilité exigées par la réglementation. Donc, l'idée générale, c'est que un algorithme qui est développé aujourd'hui dans tout ce que je vous ai montré, il doit être aussi fiable qu'un homme, ou qu'une femme, mais qu'un chirurgien. Donc, j'ai mis un œil en haut, ça pourrait être une main aussi, c'est-à-dire que la fiabilité du geste et de l'observation doivent être l'équivalent de celle d'un être humain. Sur de l'observation en imagerie, on va facilement estimer qu'un chirurgien orthopédiste confirmé a une fiabilité de 96% sur l'observation d'un scanner. Il faut que l'algorithme fasse aussi bien, sinon on va le disqualifier. Donc, pour valider des algorithmes d'IA, on a une phase de conception, la phase 1, conception du modèle, en fait. C'est vraiment la même chose que designer un objet. Conception du modèle, on le fait travailler, il apprend, on l'entraîne. Voilà. Phase 2, on va vérifier qu'une fois que le modèle est bien sécurisé, on arrive au résultat attendu. Donc là, on n'a pas on n'a pas forcément besoin de beaucoup de données. Un seul jeu peut suffire, mais je vous ai mis cette image en bas, parce qu'en fonction de l'application, voilà, il peut y avoir beaucoup de données engagées. Et la dernière phase, c'est la phase de validation. C'est forcément la plus critique, et c'est celle qui va engager la possibilité d'être certifié. Il faut un autre jeu de données.
Et on a plusieurs possibilités. Soit comparer avec un dispositif médical équivalent existant sur le marché qui fait la même chose, soit réaliser un essai clinique en grandeur nature, ce qu'on va essayer d'éviter. Quand on est une structure qui n'est pas très grande, on va éviter parce que c'est un coût phénoménal. Ou alors on va effectivement le faire travailler pour le comparer aux premiers résultats. Mais à ce moment-là, il faut que les critères d'inclusion, d'exclusion, les pathologies soient vraiment sous contrôle pour que 1, 2 et 3 soient bien alignés. Soit à la fin, on peut faire une expertise un peu plus empirique à base d'experts qualifiés pour cet algorithme. Alors évidemment, le défi majeur, j'ai mis aux surprises, évidemment, c'est les données. Alors, les défis majeurs, ce sont les données. Sur la qualité de ces données, le fait qu'elles soient correctement étiquetées, labellisées, rangées, triées, etc. La quantité nécessaire aujourd'hui pour qualifier. Aujourd'hui, pour des algorithmes, on pense facilement pour certains qu'il faut passer 100 000 fichiers au crypt pour pouvoir valider certains algorithmes de reconnaissance. Il faut trouver les 100 000, il faut qu'elles soient expertisées. Et les coûts, il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, la très grande majorité des données de santé disponibles ne sont pas du tout exploitables pour l'IA. Qu'il faut qu'elles soient retraitées. Et retraitées, ça veut dire payer quelqu'un à revérifier la qualité en entrée de la donnée, les diagnostics, si c'est l'imagerie qui ont été réalisées, revoir des rapports, etc., pour être certain qu'on peut utiliser la donnée. Donc, payer un expert à faire ça. Je vous laisse faire les calculs à quelques centaines de l'heure et vous verrez très très vite le coût phénoménal de ces problèmes-là. Alors, il y a aujourd'hui une structuration des systèmes de santé qui vont vers la mise à disposition de données de sorte à ce qu'on puisse aussi continuer à innover, parce que sinon ça va être un vrai problème. Je parle du Health Data Hub ici, qui est donc le portail public des entrepôts de données. C'est pas le seul, il y a d'autres choses. Beaucoup de sociétés savantes sont en train de se mettre sur les rangs pour pouvoir contrôler justement et donner accès à leurs données. Après, une question qui moi vient facilement à l'esprit, c'est l'éthique autour de la génération des données actuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir un système qui va nécessiter beaucoup d'IA pour pouvoir continuer à fonctionner et pas avoir cette médecine à deux vitesses ou ce risque d'inégalité dont parlait Marine tout à l'heure. Ça veut dire qu'à un moment donné, le système va produire ses propres données qui soient bien triées pour pouvoir s'améliorer. Donc, il ne faudrait pas que le monstre se nourrisse de lui-même aussi. Donc, si je peux conclure et répondre à la question de base, quand même, c'est est-ce que l'IA peut révolutionner la médecine? Alors, pour moi, c'est oui. De toute façon, ça aurait pu être oui sans tout ce que je viens de vous dire, puisqu'on est simplement sur est-ce qu'elle peut prétendre à oui, évidemment. Pour moi, elle est même quasiment indispensable sur des questions de santé publique, à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la problématique mondiale. Évidemment, sous couvert de sécurité, de contrôle et d'éthique. Alors, je sais qu'il y a de grosses discussions en ce moment, donc Margaret va probablement reparler sur les souplesses vis-à-vis de l'IA, parce que si on risque de se mettre les poignets, ça risque d'être problématique. L'autre problème, c'est évidemment les besoins dont je viens de parler versus la marchandisation. Il y a une très célèbre société qui faisait des tests ADN, qui a juré pendant des années que jamais ils vendraient leurs données, puis à un moment donné, hop là, contre plusieurs milliards, il s'est assis sur sa promesse. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Quelque chose qu'on suit de très près et qu'en interne, on évalue aussi, c'est l'avènement du patient numérique. C'est-à-dire comment on peut valider des patients qui n'existent pas, mais qui est tout le profil des patients pour pouvoir entraîner des IA, voire les vérifier. Ça, c'est un énorme challenge. L'INRIA travaille dessus. Nous, on a commencé à prospecter sur notre domaine parce qu'il y a des spécificités, mais c'est une vraie question qu'il va falloir solutionner, je pense. Et puis, j'ai conclu effectivement par une phrase de Gérard Berry, qui était professeur au Collège de France et qui avait la chaire liée à l'IA d'une manière générale, au langage machine, qui dit que jamais rien ne sera magique. Oui, jamais rien ne sera magique. Tout ce qu'on vient de se dire là, sinon il n'y a pas de mythe derrière l'IA. L'IA suprême qui soit surhumaine, oui, c'est un risque. Il y a des barrières qui sont mis en route, mais avant qu'on arrive à ces problématiques-là, je pense qu'on aura, au moins en santé, c'est pas la priorité. Je pense pour le reste, probablement. Voilà. J'en ai terminé. Merci beaucoup Arnaud pour cette intervention. Et donc on s'en doute, l'IA en santé pose de nombreuses problématiques et je propose donc à
à Maître Marguerite Braque de la Perrière de nous les exposer. Merci beaucoup Marine et Clotilde pour votre introduction et pour cette organisation très professionnelle de cette table ronde, et Arnaud pour cette présentation passionnante et qui esquisse effectivement tous les embûches que vous avez pu rencontrer dans le cadre de vos travaux et développements. Et c'est vrai que ce sont effectivement celles que rencontre que j'ai pu aussi croiser chez mes clients. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une petite. Je vais essayer de suivre le cycle de vie en fait d'un algorithme d'IA et du coup des problématiques qu'il rencontre en matière juridique. La première question qui va toujours se poser effectivement et que l'on a à traiter depuis un certain nombre d'années, c'est celle de savoir à partir de quelles données on va pouvoir le développer, on va pouvoir l'entraîner. Et effectivement, ensuite, ce sera quelle qualification pour l'outil d'IA et effectivement tout ce qu'il va y avoir en termes de… Donc, est-ce que c'est un dispositif médical ou pas un dispositif médical, et donc quelles règles de mise sur le marché, marquage CE, pas marquage CE et de surveillance. Et puis, effectivement, tout ce qui va avoir trait, et là, c'est tout au long du cycle de vie, à la protection des données, le respect de la vie privée, l'éthique, le service rendu à la société de manière générale. Donc, je vais essayer en premier lieu, effectivement, le premier point pour moi, c'est les données. Alors, dans le cadre des expériences que j'ai pu avoir, j'ai rencontré effectivement les premiers, c'était plutôt des logiciels, on va dire, liés à l'imagerie. Donc, effectivement, avec de l'apprentissage, de la reconnaissance d'images. Alors, effectivement, en traumatologie, on a pu avoir un exemple. Et puis, c'est amusant parce que j'ai justement eu à traiter il n'y a pas longtemps des guides de coupe. Donc, Arnaud, c'est… Voilà. Et donc, en fait, selon les outils sur lesquels on va vouloir développer, on n'a pas besoin des mêmes types de données. Il peut y avoir des cas de figure où, par exemple, justement, en matière de traumatologie, les données peuvent être anonymisées. Parce qu'on n'a pas besoin de suivre le patient concerné par les données dans le temps. Parce que, justement, l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a une fracture, pas une fracture. Donc, on va éduquer un outil logiciel. Et donc, il va pouvoir, après, on va annoter, qualifier les données, donc par des spécialistes, effectivement. Et ensuite, vous allez entraîner le programme informatique sur des images qui vont détecter s'il y a signe ou absence de signe, donc d'une fracture ou d'une pathologie. L'idée, c'est effectivement l'aide au diagnostic derrière de l'outil. Donc, pour des données qui sont strictement anonymisées, on va dire que le régime juridique va être forcément moins compliqué. Récupérer des données strictement anonymisées, ça va être plus facile que si vous avez besoin de données pseudonymisées. Reste qu'en matière de données anonymisées, vous pouvez vous tourner soit vers l'étranger, voilà, où il y a des bases qui peuvent être disponibles. Maintenant, il va falloir vérifier la représentativité, la qualité, notamment par rapport à la population que vous souhaitez adresser, parce qu'il peut y avoir des différences selon environnementales, génétiques, etc., qui justifient de prendre en compte des biais, sachant que, enfin, le risque de biais en tout cas, sachant que quand on parle des biais de l'IA, c'est important d'avoir en tête qu'il y a aussi des biais chez l'humain. C'est-à-dire que quand vous êtes pris en charge par un médecin, eh bien, il vient avec toute son expérience et avec toute sa culture. Et que donc, finalement, c'est un sujet qui émerge aujourd'hui avec l'IA, mais qui n'est pas nouveau. Voilà. Donc, quand on a besoin de données anonymisées, il y a des moyens, effectivement, d'anonymiser les données de manière éthique, on va dire, et respectueuse des droits et libertés des personnes. Et une fois que les données sont anonymisées, elles sortent
le RGPD n'est plus applicable. Donc, considérant 26 du RGPD, maintenant, toute la question va être de savoir si effectivement les données peuvent être considérées comme réellement anonymisées, c'est-à-dire qu'elles satisfont réellement aux 3 critères qui avaient été identifiés par le G29, absence de corrélation, absence d'inférence, absence d'individualisation possible. Alors, le RGPD est un peu plus souple puisque la frontière en fait entre les données pseudonymisées, qui sont des données à caractère personnel auxquelles le RGPD s'applique, et des données anonymisées, est selon le RGPD appréciable in concreto, c'est-à-dire en fonction effectivement des moyens disponibles, du temps à passer, des technologies, des ressources, etc. Donc, cette appréciation in concreto va permettre à un industriel de documenter les conditions d'anonymisation et de rapporter la preuve que dans le cas présent, les données sont strictement anonymisées, qu'il n'y a pas de réversibilité, de retour vers la personne concernée possible, c'est-à-dire que la personne n'est pas du tout réidentifiable. Et donc, à supposer que cette démonstration soit faite, et bien après, l'utilisation est libre vis-à-vis de la réglementation sur la protection des données. Alors, pour un petit exemple que j'ai eu à connaître il y a maintenant 1 an, donc, dans le cadre de la crise sanitaire qu'on connaît, effectivement, j'avais des acteurs qui souhaitaient pouvoir disposer de jeux de données de scanners thoraciques anonymes du Covid-19. Et ce, pour effectivement permettre d'une part de la recherche, d'autre part le développement d'outils d'intelligence artificielle de détection améliorant la prise en charge du Covid-19. Et on avait construit un dossier dans lequel on démontrait que les données étaient strictement anonymes parce qu'on avait retiré toutes les métadonnées et qu'à moins qu'on se retrouve avec un patient à 3 poumons, on n'avait aucun risque de réidentification. Et après cette démonstration, il se trouve qu'on a eu à la présenter à la CNIL et que la CNIL, de toute façon, dans l'esprit du RGPD, a une logique de responsabilisation des acteurs et donc considère que une fois qu'on a construit notre documentation et si notre raisonnement juridique tient la route, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obstacle. Donc, effectivement, cette base de données nationale de scanners thoraciques anonymisés a pu voir le jour et a pu permettre effectivement l'émergence d'un certain nombre de projets à la fois de recherche et de développement d'IA. Donc, ça, on était sur les données anonymes. Après, on a des cas où effectivement, il faut par contre comparer l'évolution du patient dans le temps. On a besoin de plus de données ou alors on a besoin de beaucoup de données, effectivement, et dans ce cas-là, vous allez avoir des risques de réidentification. On va tomber sur des données qui vont être considérées comme pseudonymes et pseudonymisées. Et le régime juridique, donc, est celui du RGPD, de la loi informatique et liberté et de tous les référentiels sectoriels applicables. Et là, ça peut être plus difficile pour des développeurs, en tout cas, de récupérer des jeux de données. Alors, on a en France des initiatives qui sont nées d'un principe de data solidarité, c'est-à-dire qu'on est sorti du paradigme selon lequel les données étaient le strict attribut privé et intime d'un patient pour aller vers le paradigme qui constitue une vision moins sclérosante, en tout cas, et moins désuète, qui est celui partant des postulats selon lesquels les données de santé sont financées par la solidarité nationale, sont produites grâce à la solidarité nationale, donc la sécurité sociale qui prend en charge les soins, on va dire, et donc constitue un patrimoine commun qui doit être mis au service du patient et du système de santé. Et donc, c'est comme ça que le Health Data Hub a vu le jour. Donc, maintenant, le Health Data Hub, on a petit à petit un certain nombre de données qui peuvent être appelées dans le Health Data Hub. J'ai participé notamment à des projets préfigurateurs du Health Data Hub avec des plateformes interrégionales de données de santé pseudonymisées qui venaient de plusieurs entrepôts de données de santé. Alors, je vais y revenir aux entrepôts.
et donc qui viennent alimenter le Health Data Hub. Reste que aujourd'hui, la plupart des projets qui voient le jour avec des données qui s'appuient sur le Health Data Hub, ce sont des projets, on va dire, privés-publics, de sorte que on a encore peu de bénéfices directs et en tout cas d'exemples de bénéfices pour des industriels de l'IA. C'est-à-dire que quand vous voulez démontrer, quand vous êtes associé à des CHU, vous allez pouvoir, en tant qu'industriel, utiliser ces données le cas échéant, moyennant un protocole scientifique et bien sûr le respect des méthodologies de référence à la CNIL et ou des autorisations de la CNIL. Maintenant, quand vous êtes un industriel pur, comme toutes les méthodologies de référence se fondent sur des protocoles scientifiques, etc., vous n'avez pas vocation à pouvoir les traiter facilement. Alors, on va aller sur, du coup, d'autres fondements qui sont possibles, comme des études permettant la garantie de normes élevées et de sécurité des soins, etc. Donc là, on va faire des demandes d'autorisation sur le fondement, on va justifier de l'intérêt légitime que constitue cette garantie de normes élevées et de qualité des soins pour obtenir une autorisation de la CNIL. Enfin, on voit que c'est plus résiduel aujourd'hui. Et donc, ça reste encore, et puis de toute façon, le Health Data Hub vient de voir le jour, peu ou prou. Donc, pour l'instant, on était sur des projets effectivement plus publics ou public-privé. Donc, pour l'instant, ce n'était pas, en tout cas, le meilleur moyen pour les industriels de récupérer les données. Après, il y a les entrepôts de données de santé et on est un peu sur la même logique. Ce sont donc, pour la plupart d'entre eux, des centres hospitaliers qui créent des grands entrepôts avec des données pseudonymisées. Et les données ne peuvent être utilisées que dans un cadre réglementaire qui est prévu par la loi informatique et liberté et le RGPD, donc notamment les méthodologies de référence, c'est toujours pareil, cet intérêt légitime à motiver, etc. Donc c'est aussi, on a un peu les mêmes limites, on va dire, pour la réutilisation des données aux fins de développement. Et là, je rejoins complètement Arnaud. Il y a quelque chose qui est passionnant et que moi, c'est Pierre-Antoine Gros qui travaille au CHU de Nantes qui m'en a parlé il y a quelques années. C'est évidemment le patient numérique ou les données synthétiques qui vont permettre de contourner ces difficultés liées aux données parce qu'on va réussir à constituer à partir d'un jeu de données à caractère personnel pseudonymisé, on va dire, un jeu de données qui concerne des patients complètement fictifs parce qu'on va modifier quelques paramètres, quelques données, de sorte que la représentativité et la qualité ne vont pas être affectées, mais qu'en revanche, plus aucune réidentification de patient n'est possible pour la simple bonne raison qu'il n'y a plus de vrais patients derrière. Donc là, on a des perspectives vraiment formidables pour développer du coup sur ces données des outils d'intelligence artificielle. Donc bien sûr, ça c'était un des points majeurs et vous n'hésiterez pas à m'interroger sur les différents régimes. Donc pour la conception on va dire pour la récupération des jeux de données massifs. Ensuite, il y a le sujet dispositif médical que je trouve Arnaud a très bien présenté et je pense que tout le monde maîtrise, qui n'est pas nouveau, même s'il y a un règlement effectivement au niveau européen qui est venu un petit peu, on va dire, renforcer certaines règles, qui suit un peu la même logique de responsabilisation des acteurs qu'on a déjà donc, avec le RGPD, avec toujours les mêmes notions, on a toujours des espèces de délégués ou référents qui vont faire office de point de contact et avec les autorités, avec les différents acteurs en présence. Donc, voilà, on a juste besoin de préciser que les outils d'intelligence artificielle, pour beaucoup d'entre eux, dès lors que c'est de l'aide au diagnostic ou de l'aide à la thérapeutique, à la décision, constituent des dispositifs médicaux. Donc, ça, c'est un point évidemment qu'il faut prendre en compte dans le cadre du développement. Voilà, ça, je ne vais pas m'appesantir là-dessus davantage. Et après, je vais aller plutôt sur effectivement les principes éthiques et de gouvernance éthico-juridique que doit respecter un développeur ou un déployeur et puis ensuite un utilisateur. Alors là, j'utilise cette terminologie qui est celle qui est utilisée par la Commission européenne. Donc, on a dans le cadre du développement, ce
ce qui va être effectivement très important, ça va être d'avoir une approche, une évaluation, une approche par les risques. Ça veut dire d'abord anticiper les risques, ça veut dire s'assurer bien sûr, alors là ça rejoint le premier sujet qu'on a traité, de la qualité des données sur lesquelles on va développer, l'intégrité, la fiabilité, la représentativité bien sûr. Ça veut dire qu'on va assurer évidemment la sécurité des données dès lors qu'elles ne vont pas être anonymisées, en tout cas avec un environnement chez un hébergeur certifié, avec le respect des guides de la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé, avec pseudonymisation, chiffrement, accès, habilitation, accès, authentification forte, traçabilité, etc. Et ça veut dire aussi que du coup, cette approche par les risques, vous allez la déployer en prenant des mesures de sûreté. Donc, ça veut dire ça concrètement, vous avez intérêt non seulement à constituer, quand vous êtes un développeur, un comité en fait qui va être pluridisciplinaire et qui va avoir une approche scientifique, technique, juridique, éthique, donc de personnes qui vont être en charge en fait tout au long du déploiement et ou dans la vie du produit, de s'assurer que les principes sont respectés et de mettre en œuvre des procédures qui permettront de s'en assurer. Donc concrètement, on va parler de quoi comme principe? On va parler évidemment de robustesse, de résilience. La résilience, elle va forcément avec l'explicabilité, l'auditabilité, c'est-à-dire qu'il faut toujours être capable de suivre la machine, l'algorithme, et le cas échéant, si nécessaire, désactiver des fonctionnalités, revenir à un état antérieur. C'est une manière de borner les dispositifs. Identification des erreurs, c'est-à-dire que comme on a aujourd'hui dans un certain nombre de logiciels, on a des outils de supervision des logiciels, mais là c'est la même chose. Il faudrait qu'il y ait des outils de supervision en fait de l'algorithme qui dans le cadre de sa vie, d'explicabilité, donc d'interprétabilité, de vérifiabilité, d'identifiabilité, de reproductibilité des résultats. Donc tous ces principes-là, qui sont assez techniques, mais aussi éthiques et juridiques, doivent être bien sûr au cœur des différentes procédures du développeur. Donc l'idée en fait concrètement, c'est que l'homme, donc c'est le principe de garantie humaine qui existe depuis des années, parce qu'on parlait avant de contrôle humain, mais David Gruson dans ses travaux l'a rebaptisé en garantie humaine, qui est un principe très parlant et qui trouve plusieurs déclinaisons. En fait, ça consiste à ce que l'homme garde toujours la maîtrise de l'outil algorithmique, c'est-à-dire que dans le cadre de son développement, déploiement, il puisse toujours suivre les données utilisées, mais aussi du coup les processus qui amènent aux résultats, qui sous-tendent l'intelligence artificielle. Et ça veut dire aussi évidemment, et ça on va y revenir, dans le cadre de l'utilisation, de permettre à l'utilisateur d'être en mesure d'apprécier la pertinence du résultat ou le cas échéant d'être capable de challenger ce résultat. Et ça passe par plusieurs moyens. Ça passe par effectivement une explicabilité, mais aussi le fait d'avoir communiqué sur des avis de non-responsabilité, comme on dit, ou des consignes de sécurité dans le cadre de l'utilisation, des degrés des probabilités d'erreur ou d'inexactitude. Donc ça va être la documentation qui va accompagner la mise sur le marché et qui va devoir donc, qui va permettre à l'utilisateur de mieux comprendre la logique qui sous-tend les biais, les limites, les bornes de l'outil qu'il utilise et de pouvoir du coup toujours rester maître de la décision. Alors de toute façon, il faut bien garder en tête que dans le secteur de la santé, l'idée, ça va bien entendu, et l'objectif, c'est d'arriver sur une intelligence augmentée.
comme on dit. L'intelligence artificielle en santé doit s'entendre comme une intelligence augmentée. Alors, on a aux États-Unis quelques cas où on a l'FDA qui accepte, qui a donné effectivement une validation à un dispositif qui diagnostique la rétinopathie diabétique de manière autonome. Hein. Mais en France, l'idée, et en Europe, ça va être d'avoir plutôt un médecin augmenté grâce à l'intelligence artificielle qu'un remplacement du médecin. Mais reste que pour que le médecin soit augmenté, il faut que dans le cadre de l'utilisation, eh bien, il garde effectivement à tout moment la maîtrise du diagnostic, la maîtrise de la meilleure thérapeutique, qui puisse éviter une aliénation en fait à l'outil. Et donc ça, on voit que forcément, en termes de responsabilité, ça va avoir des impacts majeurs, que la personne qui met sur le marché l'outil informe correctement justement sur les limites de l'outil, ses conditions de non-responsabilité, les consignes de sécurité, les probabilités d'erreur, d'inexactitude, etc. Pour que derrière, dans l'hypothèse où ces situations se produiraient, eh bien, ce soit pas la responsabilité du fabricant, mais celle de l'utilisateur. Mais donc là, on voit bien qu'il y a toute une logique de formation qui doit accompagner, donc information, formation, pour qu'on puisse effectivement permettre et garantir ce principe de garantie humaine, qui d'ailleurs au demeurant va être inscrit donc à la loi de bioéthique, comme vous juristes le savez sans doute. Loi de bioéthique qui a un peu de mal à voir le jour, hein, qui est toujours, qui est toujours en deuxième lecture, qui est passé devant le Sénat, puis en commission mixte paritaire, on n'a pas trouvé d'accord, et qui prévoit, qui consacre ce principe de garantie humaine à tous les traitements algorithmiques, à viser lorsqu'ils sont utilisés lorsqu'ils vont concourir à réaliser des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, et qui va imposer à l'utilisateur d'informer donc les personnes concernées. Donc là, on va parler des patients cette fois-ci. Donc on voit bien que ça se fait en cascade. On va avoir le fabricant qui doit informer l'utilisateur qui doit informer donc l'utilisateur professionnel de santé et l'utilisateur qui doit informer le patient. Et donc toujours dans cette logique de transparence, d'explicabilité et d'auditabilité, qu'on puisse effectivement suivre toujours garder le contrôle du dispositif. Et donc, là, on va avoir une obligation d'information des personnes concernées qui vient de la loi de bioéthique, qui de toute façon suit la même logique que le RGPD, qui impose une information dès lors qu'on utilise dès lors qu'il y a des traitements automatisés sur une personne qui peuvent avoir un impact, un effet juridique ou équivalent sur la personne concernée. Donc, cette information des personnes concernées, elle doit porter à la fois sur le fait qu'il y a bien une IA qui est utilisée, mais aussi, du coup, sur le degré du coup, de maîtrise par les professionnels de santé de l'outil, et donc du diagnostic, et donc de l'aide thérapeutique. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que, évidemment, ça peut faire peur, et en même temps, un médecin augmenté, c'est un peu le Graal. Et d'ailleurs, on voit bien que ce qui va être très, très important, c'est que les outils de télémédecine soient de plus en plus accompagnés, couplés avec des outils algorithmiques d'intelligence artificielle. L'idée, ça va être d'avoir à la fois le meilleur expert et à la fois cette expertise supplémentaire qui vient de l'IA, et qu'effectivement, on garde, et ça c'est un principe éthique important, un accès et une égalité dans le traitement, donc qu'on n'ait pas un clivage, et surtout qu'on arrive à préserver notre système de solidarité pour qu'on n'ait pas une médecine à deux vitesses qui bénéficie aux plus riches et pas à d'autres. Donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'on se structure suffisamment en France, à la fois pour permettre cet accès aux données et à la fois pour permettre la prise en charge, pour éviter que les patients se tournent vers l'étranger pour bénéficier d'une médecine augmentée
qu'on n'aurait pas suffisamment, dont on ne pourrait pas suffisamment bénéficier en France. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on travaille au niveau européen, il y a beaucoup de projets, notamment un projet de règlement qui est assez intéressant et qui ne vise pas à poser un droit dur. L'idée, c'est un peu comme avec le RGPD, de poser des grands principes essentiels qui derrière permettent une responsabilisation des acteurs. Alors, dans le même temps, il y a d'autres référentiels qui portent des grilles d'évaluation avec des questions qui peuvent vraiment beaucoup guider les développeurs, les déployeurs et les utilisateurs pour vérifier qu'on est sur une IA digne de confiance. C'est les termes consacrés. Et enfin, on va aussi vers une logique peut-être outre la gouvernance interne donc du développeur, la gouvernance qu'il pourrait y avoir au niveau d'un organisme de surveillance ou de contrôle au niveau national. Il pourrait y avoir aussi une forme de certificat européen de conformité ou d'éthique ou aller vers un système de normalisation. Donc, il y a tous ces différents cadres qui sont en cours de réflexion et ou d'études et ou de construction qui peuvent apporter effectivement de la confiance parce qu'elle est essentielle pour que l'IA puisse se développer. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai qu'on a un problème éthique aussi, et c'est moins juridique sur la prise en charge. La prise en charge, j'entends par la solidarité. Il faut que l'IA trouve son business model. Il y a des cas où c'est tout à fait évident. Et puis, il y a des cas où, quand ça peut, par exemple, sur le diagnostic, l'aide au diagnostic du cancer du sein, il y a des IA qui n'ont pas encore trouvé leur business model alors qu'elles marchent très bien. Donc là, on a des vrais sujets éthiques. Et j'en conclurai avec un constat qui avait été fait déjà à l'époque justement du rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle en santé, qui est que le plus grand risque éthique, ce serait de ne pas bénéficier de l'IA en santé. Merci beaucoup de nous avoir apporté votre expertise sur ce sujet qui est vraiment passionnant et c'est vrai qu'il ouvre plein de perspectives juridiques, techniques, éthiques. Et donc, je vous propose, si vous voulez, de participer dans le chat où vous pouvez même allumer vos micros si vous voulez, pour poser les questions que vous souhaitez adresser. Et d'ailleurs, il y avait déjà une question dans le chat adressée à Arnaud qui demandait pourquoi les patients ne guérissaient pas, si c'est parce que, à la suite d'une fracture, si c'est parce qu'il y avait un mauvais diagnostic ou si c'était pour une autre raison. Oui, alors, je ne suis pas rentré dans le détail, effectivement, j'ai mis qu'il y avait c'est plusieurs raisons combinées, en fait, qui sont liées au processus de prise en charge lui-même. Alors, il y a des raisons qui sont franco-françaises, d'autres qui sont plus liées aux problématiques de complexité, c'est-à-dire que on a, sur le diagnostic, les traitements de fractures sont souvent de l'urgence, traités en urgence. Donc, elles ne bénéficient pas forcément de l'expertise directe et rapide d'un chirurgien orthopédiste, mais souvent en France d'internes qui vont faire le travail, pas forcément non plus de revue de radiologue. Et on a deux écoles de pensée sur la traumato. La traumatologie est quand même le résultat si on veut parler un peu physique 2 minutes, d'un choc à haute énergie sur l'organisme. Ce qui fait que quand un os est cassé, il y a forcément des vaisseaux qui sont brisés, une inflammation locale, il y a des tissus qui sont abîmés, et donc le corps va réagir violemment. Et on a une tendance à penser que la traumatologie devrait bénéficier d'une phase de cool-down. On va attendre que l'organisme, la fièvre diminue, que les œdèmes se résorbent, etc., avant d'intervenir. Mais pour des raisons de fonctionnement du système de santé, d'occupation des lits, des urgences, et puis aussi des patients, on va avoir tendance à traiter rapidement la traumatologie. Aujourd'hui, j'ai un de mes collaborateurs qui s'est brisé le péroné, il est rentré à midi et ressorti le lendemain matin. Ok, tout le monde est content sur le résultat,
c'est un sportif qui s'est bien remis. Dans d'autres cas, ça ne se remettrait pas aussi bien. Et c'est ce problème-là du mode de gestion de la traumatologie. Sur des cas très standards, ça peut passer. Sur des cas plus complexes, ça peut être vraiment nuisible au résultat. Et après, il y a d'autres. Il faut mettre des environnements un peu plus larges. Un des principaux problèmes de la traumatologie, c'est qu'on va utiliser des radios, par exemple. Or, un os qui casse, il ne casse pas en 2 dimensions. Les radios, c'est juste profil et face. L'os, il casse en 3 dimensions. Nous, on travaille sur des fractures complexes qui ont nécessité de la 3 dimensions. Et quand on n'utilise que la 2D, on a aujourd'hui des outils radiologiques qui sont de plus en plus fiables, des algorithmes qui peuvent travailler dessus, mais il y a quand même une marge d'erreur. Donc, quand on combine tout ça avec les techniques chirurgicales dans lesquelles je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas le lieu, et ben on arrive au final, des taux de guérison qui sont finalement pas si élevés que ça au regard de ce que la société considère comme une pathologie assez mineure, en fait. Et derrière, il y a un cas aussi, tout à l'heure Marguerite en parlait, le patient qui arrive avec son expérience, il y a aussi la partie des patients qui ne respectent absolument pas les protocoles post-opératoires. Et donc qui, là, se noient un peu là-dedans. Mais disons que c'est la combinaison d'un grand nombre de facteurs quand on prend l'analyse fine du process de prise en charge qui aboutit à ce résultat. Ce n'est pas unique, en fait. Alors, on a une autre question de Léa. Est-ce qu'on pourrait imaginer un droit du patient au recours à la médecine intelligente et corrélativement une clause de conscience pour le médecin, l'autorisant donc à ne pas recourir à cette technique? Ça, c'est plus pour mettre Marguerite par le derrière. C'est amusant comme question. Le droit du patient au recours à la médecine intelligente, j'ai envie de dire qu'il va être déterminé par notre système de sécurité sociale et notre capacité à le prendre en charge ou pas. Mais clairement, ce qu'on veut éviter, c'est une médecine à deux vitesses. On l'a vu à un moment dans le cas avec la télémédecine, la prise en charge par les mutuelles, mais pas encore par la sécurité sociale, donc selon les mutuelles qu'on a et tout. Alors, ça va encore en France parce qu'on a des mutuelles qui sont assez respectueux justement de l'éthique, avec comme on a de toute façon ce régime de sécurité sociale à côté, des coûts qui restent, on va dire, un peu contrôlés. Mais si on commençait à avoir des patients qui bénéficient, je l'ai vu dans des compagnies étrangères qui m'ont interrogé sur le fait de savoir si elles pouvaient ou pas proposer à leurs salariés qui volontairement en fait, proposer une subvention à la prise en charge de leur traitement anticancéreux pour leur faire bénéficier, aux États-Unis, des meilleurs IA disponibles pour le meilleur aide au diagnostic et aide à la décision. Donc, la question se posait de savoir s'ils pouvaient ou pas, comment ce serait transposable en France, etc. Voilà, on voit bien à quelle dérive on peut arriver. Donc, l'enjeu en France et en Europe, ça va être d'éviter d'arriver à une médecine à deux vitesses. Et j'espère qu'on aura en tout cas, si ce n'est un droit au recours à la médecine intelligente dans tous les domaines, à tout le moins un accès équitable, tous, juste et aux mêmes IA et j'espère le plus développé possible. Et la deuxième question, c'était de savoir si le médecin pourrait invoquer une clause de conscience. Alors, effectivement, dans ce cas-là, ce serait que l'IA n'est pas tellement explicable, que le travail du développeur, du déployeur, du fabricant d'explicabilité, de transparence dont on a largement discuté, serait vraiment pas satisfait pour que le médecin n'ait pas envie de l'utiliser. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment besoin de clause de conscience. Je pense que l'outil ne devrait pas pouvoir être mis sur le marché. Toutefois, si d'aventure c'était le cas, de toute façon, chaque médecin est libre effectivement d'utiliser les outils qu'il le souhaite dans le respect des bonnes pratiques qui sont en général établies par la Haute Autorité de Santé. Donc là, après, ça va être une appréciation selon la typologie de l'acte. Mais j'ai envie de dire que je ne suis pas sûre que moi, j'aurais envie de voir ce genre de médecin. Non, puis je suis assez d'accord sur En fait, là, on rentre dans la problématique de la mythification de l'IA parce que aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir si, quand on prend les photos avec les reconnaissances de visage, est-ce que c'est un problème?
est-ce que j'ai une clause de conscience à ne pas vouloir que mon appareil photo reconnaisse le visage? Pourtant, c'est de l'IA derrière. Et derrière, la marchandisation de la photo en elle peut être beaucoup plus importante. Le fait que l'IA, c'est encore une fois la problématique de la fin et du moyen, je pense. Je suis tout à fait d'accord déjà que si elle arrive entre les mains du médecin, elle est certifiée dispositif médical. Donc en amont, on a validé quand même beaucoup de choses, notamment sa qualité, son objectif. Si elle est prise en charge, c'est quand même l'idée générale, c'est qu'on a un modèle médico-économique qui est satisfaisant. Les histoires de médecine à deux vitesses, aujourd'hui, à la vitesse où vont les choses, on aura peut-être des traitements VIP dans certains endroits sur des choses un peu exotiques, mais c'est à ce moment-là, on va peut-être préférer que des gens qui aient les moyens testent d'abord un tas d'IA qui ne sont pas du tout sur le marché ou qui sont très peu répandus avant de les avoir auprès de tout le monde. Et du coup, l'IA est un moyen de faire une analyse. Donc, c'est plutôt le débat se décale vers à partir de quel moment l'IA devient autonome. Vous parlez tout à l'heure d'un cas, effectivement, sur la rétinopathie. Bon, c'est un cas unique. Le reste, il y a toujours des médecins qui vont être derrière, qui vont utiliser ça en complément de leur savoir-faire. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on parle d'intelligence artificielle qu'on doit aujourd'hui faire la même chose différente que quand on parle d'un pacemaker, qu'une prothèse de sein ou un pansement même. Il faut avoir à l'esprit aujourd'hui que si, ce que j'ai montré tout à l'heure en chirurgie orthopédique, un pourcentage de la population savait ce qu'on leur met dans le corps et comment c'est validé, ils auraient la même question derrière en disant mais est-ce que je peux refuser tel ou tel? Ah oui, mais avant de vous comprendre le processus, il faut que vous ayez acquis quand même une technicité importante. Or là, le simple fait de prononcer IA permettrait de se positionner. Et c'est là où, à mon avis, il faut faire attention. On a quand même, on a des gens qui sont tentés de nous démontrer avec une malhonnêteté intellectuelle que je revendique aujourd'hui, qu'on peut valider un sac de mandarine ou je ne sais plus quoi, un filet, comme un dispositif médical. Non, c'est pas possible. Il faut arrêter de marcher sur la tête, c'est pas possible. On a des trous dans la raquette, il y a des escrocs, vous ne pourrez rien faire contre les escrocs, mais un dispositif médical obéit à un certain nombre de responsabilités, de réglementations qui s'affinent. Aujourd'hui, elles se contraignent beaucoup parce qu'il y a eu des escrocs, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose contre les escrocs. Vous pouvez démultiplier, il y a toujours un trou, et c'est ça qui est inquiétant. Et après, là, voilà, d'une manière générale, il faut avoir aussi confiance dans le fait que la réglementation, elle n'est pas infaillible par la force des choses, sinon le système de santé, on serait encore 30 ans en arrière. Mais elle fait en sorte que ce qui aboutit entre les mains du médecin soit confortable. Après, c'est des questions sociétales, c'est des questions philosophiques, vaccin, pas vaccin, IA, pas IA. C'est une approche de chacun, mais je pense qu'il faut décorréler cette problématique entre la clause de conscience et le fait que ce soit l'IA dont on parle spécifiquement, parce que ce serait valable sur tout et n'importe quoi. Clause de conscience pour les antidépresseurs, clause de conscience pour un tas de médicaments. Voilà. Pour moi, c'est pas différent. Mon point de vue. Merci. On a plusieurs autres questions. Alors, est-il possible de savoir comment la qualité de la donnée qui nourrit l'apprentissage de la machine est contrôlée? Et l'est-elle? Je pense que oui, elle est contrôlée. Alors, ça va, effectivement, il y a plusieurs. Ce qui est un point important, ça va être la documentation, hein, comme dans la logique du RGPD, du règlement sur les dispositifs médicaux. Et ben, on a la même logique dans l'IA, ça va être documenté et tracé. Donc, pour ça, il va falloir, on va forcément. Alors, il y a même le projet de règlement européen qui envisage qu'on puisse, cas échéant, demander un accès aux jeux de données qui ont été utilisés et au code source, cas échéant, quand c'est strictement nécessaire, pour permettre le contrôle. Mais effectivement, l'idée, ça va être dans la documentation de bien spécifier quelle population on représente, quelle limite, quel volume, etc., de sorte que l'utilisateur puisse déterminer si dans l'application, dans l'usage qu'il souhaite en faire, l'IA va être adapté ou pas. Ouais. Puis il y a des contrôles sur la qualité zéro de la donnée, et après, c'est pour ça qu'il y a toujours la partie expertise aujourd'hui humaine qui est importante hein, quand même, pour qualifier la qualité. La qualité de la donnée peut avoir plusieurs
plusieurs niveaux. Si on parle de l'imagerie, déjà la qualité de l'examen lui-même, sa précision. Donc, il y a tout le protocole d'acquisition de la machine, avec le nombre de données qu'on peut avoir, sa qualité en volume, en données en 3D, et après, derrière, un certain nombre de vérifications. Encore une fois, l'objectif, c'est au moins d'égaler l'humain. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, pour le moment, les gens soient capables de donner cette expertise-là. Merci. Et on a 3 autres questions. Vas-y, Marine, si tu veux prendre. Voilà, donc il y a une question qui nous demande qu'en est-il de l'acceptation de l'IA par les médecins, s'ils sont plutôt ouverts à cette utilisation ou si plutôt ils sont réticents. Alors, moi, si je dois répondre, je dirais qu'ils sont assez, pour l'instant, circonspects sur la question. Parce que ceux qui l'utilisent déjà, alors vous avez vu, le nombre d'algorithmes disponibles sur le marché se compte sur les doigts de 2 mains de 2 personnes, quoi. Dans le monde, j'entends. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Ceux qui l'utilisent, c'est qu'il y a déjà une preuve que ça fonctionne très bien. Et les sociétés que j'ai citées tout à l'heure, il y a des résultats, même si les business models, comme disait Marguerite, ne sont pas tous trouvés, ça fonctionne très bien, une satisfaction, parce que ça va plus vite, parce qu'ils peuvent gérer aussi l'urgence. Ils passent du temps à gérer un flux de data incroyable. Maintenant, c'est trop neuf, en fait. Moi, je ne ressens pas, au moins ceux que je côtoie, qui sont dans l'environnement de la chirurgie de manière générale, il y a à un moment donné cette peur qui est venue des radiologues, parce qu'on parle beaucoup d'imagerie sur est-ce qu'ils vont me piquer mon travail. Aujourd'hui, je pense que les radiologues, ils aimeraient bien quelque chose qui leur facilite un peu la vie, parce que la quantité de travail est juste incroyable. Et il y a une attente logique avec des premiers résultats qui sont très, très intéressants, et des sociétés savantes qui vont plutôt de l'avant. Après, on a tous en tête les problématiques de dérive, mais pour l'instant, je trouve de mon côté, il y a plus un abord positif. Pas spécifiquement la réticence, parce qu'avant qu'on remplace un médecin, il voit très bien qu'il y a encore quelques années devant nous, alors quelques dizaines d'années, voire ça n'arrivera jamais. Oui, alors je suis assez d'accord et je me permets juste de rebondir aussi, parce que ça m'amuse, moi, dans mes clients, j'ai un certain nombre de toute façon, parmi les fabricants, c'est souvent des médecins aussi. Oui. Ils sont souvent assez bons pour prêcher pour leur paroisse, expliquer l'intérêt et puis la démarche est souvent très scientifique et explicable, enfin, doit l'être de toute façon, mais je veux dire, quelque part, un médecin qui parle d'un médecin, c'est quand même plus facile. Après, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA comme si c'était complètement nouveau, mais il faut voir aussi que, par exemple, on a les automates dans les laboratoires de biologie médicale qui sont déployés depuis des années et qui vont faire les calculs à la place des biologistes pour permettre effectivement les diagnostics. Donc, et du coup, ça a donné lieu à un système d'accréditation avec une norme 1589, donc qui permet de surveiller tout ça, de contrôler tout ça. Mais c'est-à-dire que ça fait des années que c'est déployé et qu'on fait confiance à l'IA, que les médecins et les biologistes, en l'occurrence, font confiance à l'IA. Et ensuite, je dirais que comme l'a très justement relevé Arnaud, on a beaucoup parlé des radiologues qui auraient peur, soi-disant, de perdre leur job, etc. Mais d'être remplacés, mais en fait, en réalité, c'est là qu'on a les premiers cas d'usage et le plus grand déploiement de l'IA après la biologie médicale, avec surtout dans le cadre de la téléradiologie et une certaine, nous, notre petit fleuron français Glimmer, qui effectivement est hyper utile, qui permet de détecter, justement des fractures de manière automatique, qui flague les radios, qui prépare les comptes rendus le cas échéant. Alors ça, je crois que c'est plus le cas. Enfin, en tout cas, qui flague les radios. Donc ça aide énormément et le médecin, le radiologue derrière peut bien sûr libre du diagnostic final, hein, mais c'est une aide de diagnostic qui est précieuse et qui est extrêmement utilisée. Donc j'ai un peu du mal à penser qu'on pourrait avoir énormément de réticence du côté du corps médical, et c'est plutôt du côté c'est plutôt un problème d'éducation et d'information sur l'IA qui pourrait faire que la population générale a des craintes, mais qui ne seraient pas vraiment fondées compte tenu justement de ces systèmes de certification, accréditation, etc., qui accompagnent toujours le déploiement, la mise sur le marché des outils d'IA. Merci.
Et alors, on a une question d'Inès qui demande: avez-vous un exemple d'algorithme utilisant des données de santé qui respectent tous les principes éthiques et de gouvernance? Tous ceux qui sont sur le marché. Sur le marché, En principe. dans la liste que j'ai montrée tout à l'heure, ceux qui sont marqués CE, c'est-à-dire qu'ils ont reçu au moins l'approbation européenne, si pas celle des États-Unis, donc ils respectent tous ces principes-là, bien sûr. C'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup. C'est un chemin de croix quand même d'arriver, de partir de l'idée jusqu'au produit certifié, avec tout ce qu'on a vu. Et oui, ceux-là respectent automatiquement. Bon, c'est pas possible, ils ne peuvent pas être certifiés. Et on a une dernière question. Alors, l'IA est utile pour l'acte de soins, médecine prédictive, médecine augmentée, mais pensez-vous qu'il serait possible d'utiliser l'IA dans l'objet permettant le soin, c'est-à-dire des objets intelligents permettant de soigner comme les prothèses intelligentes, s'adaptant donc aux réactions connues des précédents patients? Est-ce que l'éthique s'y oppose aujourd'hui? Est-ce assimilé à du transhumanisme? Vaste question. Ah, cette question est L'homme augmenté. magnifique de profondeur. Vous voulez commenter, Marguerite? Moi, j'aurais mon avis derrière. Mais La question au tiroir, je l'aurais bien laissé, Arnaud. Oui, je me lance alors. Alors, oui, c'est déjà le cas, pour être très honnête. Il y a des projets aujourd'hui qui sont assez avancés, voire, je pense, libérés aujourd'hui, de systèmes type nanorobot, par exemple, qui sont équipés de caméras et qui vont faire de la reconnaissance interne pour du diagnostic. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qui est demandé là, mais il y a quand même un système qui est autonome pour faire de l'analyse in situ. Maintenant, la prothèse qui va s'adapter au patient par rapport à son histoire, à celle des antécédents, enfin de manière intelligente. Donc là, j'ai plein de choses d'anticipation, un grand fan d'anticipation, je vois très très bien de quoi on parle. Et à aujourd'hui, il me semble que ça n'existe pas. Vous avez des matériaux à mémoire de forme qui vont être utilisés, mais il n'y a rien d'intelligent là-dedans, c'est purement chimique et physique. Mais des matériaux qui s'adaptent à leur hôte pour avoir une fonction spécifique en fonction de la situation qui est trouvée à l'intérieur, sans qu'elle soit programmée, non, ça on est encore, pour moi en tout cas, ce que je connais aujourd'hui, on est dans la complète science-fiction. Ce serait même pas qu'il y ait une problématique éthique, c'est que pour moi il y a une problématique de faisabilité technologique déjà, degré zéro. Et puis au transhumanisme, ouais, on commence à y arriver. Le transhumanisme, ça voudrait dire qu'il y a aussi une capacité de l'hôte à contrôler son propre prothèse pour améliorer ses fonctions. Pour moi, on est là dans un sujet passionnant, mais qui aurait plus sa place dans une discussion autour d'une bière en parlant d'anticipation et du cinéma, plutôt qu'aujourd'hui. La question est fabuleuse, mais je pense qu'on est très, très, très loin dans le futur. C'est mon avis. D'accord, merci beaucoup. Pour votre réponse. Et on a une question d'Héloïse qui demande si vous pensez que la forte croissance des cyberattaques pourrait avoir une incidence sur les développements à grande échelle de l'IA. Alors, là, il y a deux sujets pour moi. Il y a celui effectivement sur les bases de données, comme on a discuté au début. Il y a beaucoup de garanties, donc, notamment issues du RGPD et de mesures de sécurité à prendre pour pouvoir traiter les données. Et après, on a évidemment, surtout sur les systèmes auto-apprenants, on aura une surveillance de l'outil lui-même et donc des données pour s'assurer qu'il n'y ait pas effectivement des données qui soient infiltrées de manière malveillante. Donc là, on retombe toujours sur tous les principes, toutes les mesures de sécurité qu'on applique en matière de santé, sur qui a accès à la base de données, les habilitations, l'authentification forte des acteurs qui peuvent accéder, les contrôles d'accès, la traçabilité et le cas échéant des systèmes de chiffrement, etc., qui vont faire que des intrusions seraient détectées. Donc ça va être des outils aussi de supervision qui vont permettre de détecter des intrusions. Donc là, on a des mesures de sécurité qui vont nous permettre autant que faire se peut, en tout cas, peut-être qu'on pourrait détruire une base de données ou la fausser, mais dans ce cas-là, normalement,
grâce à ces mesures de sécurité, on en serait informé. Donc, on arrêterait de l'utiliser, en fait. Oui, alors moi c'est marrant, j'avais lu la question, pas pendant le développement, mais après. Alors pendant le développement, oui, la gouvernance et la sécurité, quand vous développez des dispositifs de ce type-là, qui plus est avec des finalités, alors on parle de la médecine, mais on pourrait parler de la défense, on pourrait parler de l'aéronautique, des impacts à fort impact, vous avez l'exigence de prendre toutes les dispositions possibles pour pouvoir protéger ça. Maintenant, peut-être que la question aussi serait les IA qui sont disponibles sur le marché dans les outils. Et il faut savoir on parlait tout à l'heure, Marguerite, du développement de l'approche par les risques. Alors, l'approche par les risques, c'est dans toute société qui fait du DM, du dispositif médical, c'est dans l'ADN. Tout se fait par les risques. Donc, à partir du moment où vous avez développé un outil, vous n'allez pas avoir une approche par les risques simplement dans son déploiement, mais aussi dans sa mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre, il faut que vous identifiez toutes les situations au cours desquelles il pourrait y avoir altération de la sécurité, la performance du dispositif, de son utilisation et de l'information fournie à l'utilisateur. Donc, à partir de ce moment-là, si vous utilisez un outil logiciel, le degré zéro, c'est qu'en termes de gestion des risques, il y ait une faille de sécurité. Et donc là, vous n'allez pas pouvoir, vu que c'est un cas très grave, le niveau de gravité va être au plafond, vous allez devoir mettre en œuvre un nombre de dispositifs bien définis, contrôlés, qui vont vous permettre d'aller jusqu'à la certification et la mise sur le marché. Donc on est même, une fois le produit mis sur le marché, en théorie, il est safe au regard de l'état de l'art au moment où il est mis sur le marché aussi. Après, on ne pourra pas passer à côté du fait qu'il y a des hackers qui arrivent à faire des choses extraordinaires par la lumière ou en hackant votre portable, mais voilà, tout est pris, tout est considéré avant la mise sur le marché du dispositif, ne serait-ce que parce que ici on parle de dispositifs médicaux et que les réglementations l'exigent de toute façon. C'est valable aussi pour une prothèse ou quoi qu'est-ce. Mais appliqué au logiciel, c'est une des premières choses qu'on va examiner. Bien, merci beaucoup. Merci pour cette participation à cette conférence et ces regards croisés sur ce sujet. C'était vraiment très enrichissant et Marine et moi-même sommes vraiment très, très contentes de vous avoir eu pour ce projet. Et donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite à suivre le cycle de conférences de la Cour de cassation. Notamment, je pense à 2 colloques qui sont organisés donc, le 20 mai 2021 et le 7 octobre 2021, et justement sur ces thématiques du numérique en santé. Marine, je tiens également à remercier nos intervenants. Ça a été vraiment un réel plaisir d'organiser cette conférence avec vous. Et merci également d'avoir été présents. C'est vraiment un sujet qui est passionnant et qui a vraiment des enjeux actuels, quoi. Donc, on va en entendre parler pour les prochaines années, ça c'est sûr et certain. Oui. Merci Marine et Clotilde pour votre accueil et une fois de plus pour l'organisation parfaite de l'événement et puis cette introduction très brillante de votre part. Et merci infiniment à Arnaud d'avoir partagé avec nous d'abord de concourir à l'amélioration de notre système de santé, puis d'avoir en plus partagé sur votre expérience. Ouais, c'était avec grand plaisir. Merci beaucoup, Marine, Clotilde. J'avoue que ma compagne n'est pas redescendue du fait qu'on m'invite à un colloque juridique alors qu'elle est de conférence. Elle regardait dans une pièce pas loin, voilà, pour juger de mon intervention. En tout cas, j'étais ravi d'intervenir. C'était vraiment c'était très bien organisé. Merci à vous, merci Marguerite. Je pense qu'on va avoir 2-3 discussions derrière. Et puis, merci à tous les gens qui ont participé et aux questions qui étaient extrêmement intéressantes parce qu'elles soulèvent tous les problèmes majeurs qu'on va rencontrer. Donc, à très bientôt et félicitations à vous pour cette organisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.